2. Le récit de l'inspecteur Legrasse. Les problèmes plus anciens qui avaient chargé de signification le rêve et le bas-relief du sculpteur, pour mon oncle, étaient examinés dans la seconde moitié de son long manuscrit. Il apparaissait qu'une fois déjà, le professeur Angel avait vu les contours infernaux de la monstruosité sans nom, qu'il s'était interrogé au sujet des hiéroglyphes inconnus et qu'il avait entendu les syllabes menaçantes qu'on ne peut rendre que par Cthulhu. Tout cela dans un contexte si troublant et si horrible qu'il ne faut guère s'étonner qu'il ait assailli le jeune Wilcox de ses questions et de ses demandes de renseignements. Cette expérience antérieure s'était produite en 1908, 17 ans plus tôt, alors que la Société américaine d'archéologie tenait sa conférence annuelle à Saint Louis. Le professeur Angel, comme il convenait à un homme ayant son autorité et son savoir, avait joué un rôle prédominant dans les délibérations. Aussi avait-il été l'un des premiers à être approché par diverses personnes extérieures qui avaient profité de cette réunion pour venir poser des questions et demander qu'on y fournisse des réponses exactes ou présenter des problèmes afin d'y voir apporter une solution par des spécialistes. Le plus important de ces curieux, celui qui en peu de temps allait devenir le point de mire de toute l'assemblée, était un homme d'âge moyen et d'aspect quelconque qui avait fait le long voyage de la Nouvelle-Orléans pour demander certaines informations particulières qu'il n'avait pu obtenir nulle part. Il s'appelait John Raymond Legrasse et exerçait la profession d'inspecteur de police. Avec lui, il apportait l'objet de sa visite, une statuette de pierre grotesque, repoussante et apparemment très ancienne, dont il était incapable de préciser l'origine. Il ne faut pas s'imaginer que l'inspecteur Legrasse témoignait du moindre intérêt pour l'archéologie. Son désir d'être éclairé ne provenait en effet que de considérations purement professionnelles. La statuette, une idole, un fétiche ou Dieu sait quoi, avait été saisi quelques mois auparavant dans les marais boisés du sud de la Nouvelle-Orléans lors d'une descente dans une réunion de soi-disant adeptes du culte vaudou. Pourtant, les rites qui s'y pratiquaient étaient si singuliers et si atroces que la police s'était aussitôt rendu compte qu'elle était tombée par hasard sur un culte obscur dont elle ignorait tout, infiniment plus diabolique que le plus noir de tous ceux pratiqués dans les milieux africains. Il avait été absolument impossible de découvrir quoi que ce fût quant à son origine, mis à part les extravagantes, les incroyables fables arrachées aux participants appréhendés. Telle était la raison du souci des policiers de se renseigner auprès de spécialistes des questions anciennes, afin de pouvoir situer l'effrayant symbole et remonter grâce à lui jusqu'à la source du culte. L'inspecteur Legrasse était bien mal préparé à la sensation qu'allait créer ce qu'il apportait. Un coup d'œil sur l'objet avait suffi pour jeter l'assemblée des hommes de science dans un état d'excitation intense, et tous s'étaient regroupés en hâte autour de lui pour contempler la figurine dont l'absolue étrangeté et l'aspect de véritable antiquité abyssale paraissaient devoir ouvrir avec tant de force des voies archaïques encore inexplorées. Aucune école de sculpture connue n'avait donné naissance à un objet aussi terrifiant, et pourtant des centaines, des milliers d'années même paraissaient inscrites sur la surface indistincte et verdâtre de l'inclassable pierre. La figurine, qui passa ensuite lentement de l'un à l'autre afin que chacun puisse l'examiner de près avec attention, avait entre 7 et 8 pouces de haut et était d'un travail raffiné. Elle représentait un monstre à la silhouette vaguement anthropoïde, avec une tête de pieuvre dont la face n'aurait été qu'une masse de tentacules, un corps écailleux d'une grande élasticité, semblait-il,
Des griffes prodigieuses aux pattes postérieures et antérieures, de longues et étroites ailes dans le dos. Cette chose, qui paraissait distiller une malignité redoutable et dénaturée, était d'une corpulence presque boursouflée, et paraissait tassée sur un bloc rectangulaire, une sorte de piédestal, couvert de caractères indéchiffrables. La pointe de ses ailes touchait la partie postérieure du bloc. L'arrière-train occupait le centre, tandis que les longues griffes recourbées des pattes postérieures, repliées, ramassées, agrippaient le bord antérieur et s'étiraient en direction de la base jusqu'au quart de la hauteur du socle. La tête céphalopode était inclinée en avant de telle sorte que les extrémités des tentacules faciaux allaient effleurer par derrière les énormes pattes antérieures qui étreignaient les genoux de la créature accroupie. L'ensemble était empreint d'une vie extraordinaire, et d'autant plus subtilement redoutable que l'origine en était aussi totalement inconnue. Il était indubitable qu'elle avait un âge extraordinaire, angoissant, incalculable. Rien, cependant, ne la rattachait au moindre type d'art caractéristique de l'aube de la civilisation, ni même, à vrai dire, à celui de n'importe quelle autre époque. Totalement originale, unique, sa matière même constituait un mystère. La pierre savonneuse d'un noir verdâtre, parsemée de petites taches et de stries dorées ou iridescentes, ne ressemblait en effet à rien de ce qui est familier à la géologie ou à la minéralogie. Les caractères de la base étaient tout aussi déroutants. Aucun savant, dans l'assistance en dépit de la présence de spécialistes de la moitié du globe, n'avait la moindre idée de leur parenté linguistique, fût-ce la plus lointaine. Ces signes, comme le sujet et la matière, appartenaient à quelque chose d'atrocement lointain et différent de l'humanité telle que nous la connaissons. Quelque chose qui suggérait de manière effroyable d'anciens cycles de vie impies où notre univers et nos conceptions n'avaient aucune part. Et pourtant, tandis que les membres de l'Assemblée hochaient la tête et s'avouaient battus devant le problème de l'inspecteur, il y avait un homme qui suspectait une touche de bizarre familiarité dans la forme monstrueuse comme dans l'écriture, et qui, au bout d'un moment, dit avec quelque hésitation les choses singulières dont il se souvenait. Cette personne était William Channing Webb, disparu depuis. Professeur d'anthropologie à l'université de Princeton, c'était un explorateur fort réputé. Le professeur Webb avait accompli 48 ans auparavant un voyage au Groenland et en Islande au cours duquel il avait recherché certaines inscriptions runiques qu'il n'avait pu découvrir. Très au nord, sur la côte occidentale du Groenland, il avait rencontré une singulière tribu, ou une assemblée cultuelle d'Esquimaux dégénérés dont la religion, une curieuse forme de démonolatrie, l'avait glacé par la soif de sang et le caractère repoussant qui s'y trouvait délibérément accentué. C'était une croyance dont les autres Esquimaux ne savaient presque rien, et qu'ils ne mentionnaient qu'en frissonnant, tout en disant qu'elle était venue de temps infiniment anciens, antérieurs à la création du monde. Outre des rites et des sacrifices humains innommables, certains rituels transmis de génération en génération s'adressaient à un démon suprême, ou Tornasuk, plus ancien que tous les autres. Le professeur Webb avait noté phonétiquement avec soin ce que lui disait un vieillard, un angécoque, ou prêtre sorcier, et traduit les sons en lettres romaines du mieux qu'il l'avait pu. Cependant, ce qui prenait à présent une signification toute particulière, c'est le fétiche que ce culte honorait et autour duquel ses adeptes dansaient au moment où l'aurore jaillissait très haut par-dessus les falaises. Il s'agissait, expliquait le professeur, d'un bas-relief très grossier qui présentait une image hideuse et une écriture secrète. Selon lui, c'était quelque chose de très comparable dans toutes les lignes essentielles à la chose bestiale et qui se trouvait à présent soumise à l'examen de la conférence. Ces renseignements, reçus avec attention et surprise par les assistants, parurent 2 fois plus passionnants à l'inspecteur Legrasse. Il se mit aussitôt à assaillir de questions son informateur. Ayant noté et copié un rituel oral des adorateurs du culte des marais que ces hommes avaient arrêtés, il supplia le professeur de se souvenir du mieux qu'il le pouvait des syllabes qu'il avait relevées chez les Esquimaux sataniques. Il s'ensuivit alors une comparaison complète des détails, et il y eut un instant de silence véritablement angoissé quand le détective et le savant convinrent de l'identité virtuelle de la phrase commune aux 2 rituels infernaux.
qu'avaient psalmodié à leurs idoles apparentées les sorciers esquimaux et les prêtres des marais de la Louisiane. Quelque chose de très proche de ceux-ci, la division en monts étant supposée être celle-là, étant donné les coupures que la tradition maintenait dans la phrase, telle qu'elle était récitée à haute voix. Sur un point, Legrasse était en avance sur le professeur Webb, car plusieurs de ses prisonniers métis lui avaient répété ce que des célébrants plus âgés leur avaient dit au sujet du sens des mots. Ce texte, tel qu'il était donné, correspondait à quelque chose comme ceci. Dans sa demeure de R'lyeh la morte, Cthulhu rêve et attend. Pour répondre alors à une demande pressante et générale, l'inspecteur Legrasse dut raconter aussi complètement que possible l'expérience qu'il avait vécue chez les adorateurs des marais. Il fit ainsi connaître une histoire à laquelle, je m'en rendais compte, mon oncle avait attaché une très grande importance. Elle tenait des rêves les plus fous des faiseurs de mythes et des théosophes, révélant qu'il existait un degré d'imagination cosmique surprenant chez ces demi-castes et ces parias, chez qui on se serait le moins attendu à le rencontrer. Le 1er novembre 1907, un appel frénétique était parvenu à la police de la région des marécages et des lagunes du sud de la Nouvelle-Orléans. Les squatteurs qui y vivaient, pour la plupart descendants primitifs mais au caractère facile des hommes de Lafitte, étaient sous l'emprise d'une terreur noire à propos d'une chose inconnue qui était arrivée sur eux au cours de la nuit. Il s'agissait sans doute de vaudou, mais d'un vaudou d'un genre plus terrible que tous ceux qu'ils avaient connus. Quelques-uns des leurs, femmes ou enfants, avaient disparu depuis qu'un tam-tam malveillant avait entamé une mélopée incessante au loin dans les bois hantés par les Noirs, là où aucun de ces hommes ne s'aventurait. On entendait des hurlements fous, des cris déchirants, des mélopées à vous glacer l'âme, et on voyait danser des flammes du diable, et ajouter le message terrorisé, les gens ne pouvaient plus le supporter. Voilà pourquoi un détachement de 20 policiers, entassés dans 2 voitures à cheval et une automobile, était parti à la fin de l'après-midi en compagnie du squatteur tremblant de peur qui lui servait de guide. Au bout de la route carrossable, ils mirent pied à terre et continuèrent à avancer en silence dans la boue, sous le couvert de ces terribles bois de cyprès où jamais le jour ne pénètre. De monstrueuses racines et d'hostiles murs de mousse espagnole les retardaient. De temps à autre, un monceau de pierres humides et froides, les pans d'un mur croulant, intensifiés par leur évocation d'habitations morbides, l'impression déprimante que chaque arbre difforme et chaque îlot fongeux contribuait à faire naître. Enfin, la colonie des squatteurs, quelques misérables huttes, leur apparut. Les habitants hystériques sortirent alors en courant et se pressèrent autour des lanternes réunies qui dansaient. À présent, le son étouffé des tam-tams était faiblement audible loin, très loin en avant, et quand le vent tournait, un hurlement à vous glacer perçait à intervalles irréguliers. Un rougeoiement paraissait aussi filtrer à travers les pâles sous-bois, au-delà des avenues sans fin de la nuit de la forêt. Comme il répugnait à l'idée même de se retrouver à nouveau seuls, les squatteurs apeurés refusèrent l'un après l'autre tout net de faire un pas de plus vers l'endroit où se tenait la cérémonie impie. Aussi, l'inspecteur Legrasse et ses 19 collègues durent-ils s'élancer droit devant eux, sans guide, vers les noires arcades de l'abomination sous lesquelles aucun n'était jamais encore passé. La région dans laquelle les policiers pénétraient à présent avait traditionnellement mauvaise réputation, était en grande partie inconnue et n'était jamais traversée par les Blancs. Il courait des légendes au sujet d'un lac caché sur lequel jamais le regard d'un mortel ne s'était posé, et sous lequel aurait vécu une énorme créature blanche, polypeuse, informe, aux yeux luisants. Les squatteurs murmuraient que des démons aux ailes de chauve-souris prenaient leur essor à minuit et quittaient leur caverne du fond de la terre pour aller l'adorer. Ils disaient qu'elle s'était trouvée là avant d'Iberville, avant la Salle, avant les Indiens et même avant les bêtes et les oiseaux de ces bois. C'était un cauchemar en soi, et le fait de la voir signifiait la mort. Elle faisait pourtant naître des rêves chez les hommes, aussi en savait-il assez pour se tenir à l'écart. L'orgie vaudou qui s'accomplissait alors avait en réalité lieu sur la frange de cette zone abhorrée, mais l'endroit où elle se déroulait était déjà très dangereux. Il s'ensuivait que c'était peut-être le point choisi pour cette adoration qui avait plus terrifié les squatteurs que les sons ou les incidents troublants.
Seule la poésie ou la folie pourrait rendre vraiment les bruits perçus par les hommes de Legrasse, tandis qu'ils progressaient avec difficulté dans la boue noire vers la lueur rouge et le son étouffé des tam-tams. Il y a des qualités vocales qui sont particulières aux hommes et d'autres particulières aux bêtes. Or, il est effrayant d'entendre l'une quand la source dont elle provient devrait produire l'autre. La furie animale et la licence orgiaque se stimulaient l'une l'autre vers des sommets démoniaques à l'aide de hurlements et de transes rauques qui déchiraient ces bois nuiteux et s'y réverbéraient comme autant de tempêtes pestilentielles venues des gouffres de l'enfer. De temps en temps, les ululements les plus disparates cessaient, et de ce qui paraissait être un chœur bien entraîné de voix rauques naissait en une psalmodie cette phrase ou ce rituel hideux. Les hommes ayant alors atteint un endroit où les arbres étaient moins serrés, ils découvrirent brusquement le spectacle lui-même. 4 d'entre eux reculèrent en chancelant. Un autre s'évanouit et 2 furent bouleversés au point de pousser un cri frénétique que la folle cacophonie de l'orgie couvrit heureusement. Legrasse aspergea d'eau du marécage le visage de l'homme évanoui et tous demeurèrent tremblants, presque hypnotisés par l'horreur. Dans une clairière naturelle du marais se dressait une île herbeuse d'un demi-hectare peut-être, dépouillée de tout arbre et à peu près sèche. Là-dessus, la horde d'anormaux humains la plus indescriptible était en train de sauter et de se contorsionner. Dépouillée de tout vêtement, cette semence hybride poussait des braiements, hurlait et se tordait autour d'un feu monstrueux qui brûlait en forme d'anneau. Au centre de cet anneau, révélé par d'occasionnelles déchirures du rideau des flammes, se dressait un grand monolithe de granit de quelques 8 pieds de haut. Au sommet, incongru par sa petitesse, la pernicieuse statuette sculptée reposait. Sur un grand cercle de 10 échafauds dressés à intervalles réguliers du monolithe ceinturé de flammes qui en constituait le centre, pendaient la tête en bas les corps extraordinairement meurtris des squatteurs sans défense qui avaient disparu. C'est à l'intérieur de ce cercle que la ronde d'adorateurs sautait et rugissait, leurs mouvements de masse se portant essentiellement de la gauche vers la droite en une bacchanale sans fin entre le cercle des victimes et l'anneau de feu. Ce n'était peut-être qu'un effet de l'imagination, et peut-être n'était-ce simplement que des phénomènes d'écho, mais l'un des hommes, un Espagnol nerveux, se dit persuadé de percevoir des réponses antiphonales au rituel provenant de quelques points lointains et sombres, plus au cœur de ce bois de légendes et d'horreurs anciennes. Je rencontrai plus tard cet homme, Joseph de Galvez, et je l'interrogeai. Il se révéla doué d'une imagination si vive qu'elle frisait la distraction. Il alla jusqu'à même suggérer qu'il avait entendu le faible battement de grandes ailes, qu'il avait entrevu des yeux luisants, une forme montagneuse et blanche derrière les arbres les plus distants. Mais je suppose que lui aussi avait trop prêté l'oreille aux superstitions locales. La pause horrifiée des hommes fut en réalité d'assez courte durée. Le devoir passait avant tout, et bien qu'il ait pu y avoir près d'une centaine de célébrants métis, la police comptant sur ses armes à feu plongea, décidée au milieu de cette bande immonde. Pendant 5 minutes, le tintamarre et le chaos qui en résultèrent défièrent toute description. On donnait des coups à l'aveuglette, on tirait, certains parvenaient à s'enfuir. À la fin, pourtant, Legrasse put compter 47 prisonniers moroses qu'il contraignit à se vêtir en hâte et à se regrouper entre 2 files de policiers. 5 des adorateurs gisaient morts, 2 étaient grièvement blessés et furent emportés sur des brancards improvisés par leurs compagnons prisonniers. La figurine perchée sur le monolithe fut bien entendu soigneusement récupérée, puis rapportée par Legrasse. Interrogés au quartier général après un voyage comportant des efforts et des fatigues intenses, les prisonniers se révélèrent tous être des hommes de très humble origine, des sangs mêlés à l'esprit aberrant. La plupart étaient des marins et ce ramassis de nègres et de mulâtres, antillais ou portugais bravas des îles du Cap-Vert surtout, faisait paraître leur culte hétérogène fortement teinté de vaudou. Sans qu'il fût besoin de pousser très loin l'interrogatoire,
Il devint pourtant manifeste que l'on avait affaire à quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus ancien qu'un fétichisme nègre. Bien que dégradées et ignorantes, ces créatures défendaient avec une fermeté surprenante l'idée fondamentale de leur exécrable croyance. Ils adoraient, déclarait-il, les grands anciens, qui avaient existé bien des âges avant qu'il n'y ait eu des hommes et qui étaient descendus du ciel pour occuper le jeune monde. Ces anciens avaient à présent disparu dans la terre et sous la mer, mais bien que morts, leur corps avait révélé leurs secrets au cours de rêves envoyés au premier homme, et celui-ci avait créé un culte qui ne s'était plus jamais éteint. Ce culte était le leur, et les prisonniers disaient qu'il avait toujours existé et qu'il existerait toujours, observé en cachette en des immensités lointaines ou en des lieux obscurs du monde entier, en attendant le moment où le grand prêtre Cthulhu s'élèverait de sa sombre demeure de la puissante cité engloutie de R'lyeh et réduirait à nouveau la terre à sa merci. Un jour, il appellerait lorsque les étoiles seraient prêtes, et le culte secret qui attendrait toujours le libérerait. D'ici là, rien ne devait être dit de plus. Il existait un secret que la torture même ne saurait arracher. Il n'y avait pas que l'humanité parmi les choses conscientes de la terre, puisque des formes sortaient de l'ombre pour visiter les rares fidèles. Il ne s'agissait pas des grands anciens, aucun homme n'avait jamais vu les anciens. L'idole gravée était le grand Cthulhu, mais personne ne pouvait dire si, oui ou non, les autres déités étaient précisément comme lui. Nul ne pouvait plus lire aujourd'hui l'ancienne écriture, mais les choses se transmettaient de bouche à oreille. Le rituel psalmodié n'était pas un secret, il n'était jamais prononcé à voix haute, mais murmuré. La mélopée signifiait simplement « Dans sa demeure de R'lyeh la morte, Cthulhu rêve et attend ». Seuls 2 des prisonniers furent jugés assez sains d'esprit pour être pendus, tandis que le reste était envoyé dans diverses institutions. Tous nièrent avoir eu une part dans les meurtres rituels et affirmèrent que la tuerie était l'œuvre de créatures aux ailes noires, venues les rejoindre depuis leur lieu de rencontre immémorial dans le bois hanté. De ces mystérieux alliés, pourtant, aucune description cohérente ne put être recueillie. Ce que la police parvint à apprendre lui fut surtout communiqué par un métis extrêmement âgé du nom de Castro, qui prétendait avoir gagné d'étranges ports à la voile et s'être entretenu dans les montagnes de la Chine avec des chefs immortels du culte. Le vieux Castro se souvenait de fragments de légendes hideuses qui auraient fait pâlir les spéculations des théosophes et ressortir ce que l'homme et le monde avaient de récent et d'éphémère. Des temps avaient existé où d'autres choses avaient régné sur la terre et où elles avaient eu de grandes cités. Leur reste, prétendait-il avoir appris des Chinois qui ne connaissaient pas la mort, pouvait encore être retrouvé sous forme de pierres cyclopéennes dans les îles du Pacifique. Toutes étaient mortes à des époques très lointaines, avant l'arrivée de l'homme, mais il existait des procédés magiques qui permettraient de les faire revivre quand les étoiles auraient retrouvé les positions qui convenaient dans le cycle de l'éternité. Elles étaient à dire vrai venues elles-mêmes des étoiles et avaient apporté leur représentation avec elles sous forme de figurines. Ces grands anciens, poursuivait Castro, n'étaient pas entièrement faits de chair et de sang. Ils avaient une forme. Cette figurine faite dans les étoiles ne le prouvait-elle pas d'ailleurs? Mais cette forme n'était pas faite de matière. Ils pouvaient plonger à travers le ciel pour passer d'un univers à l'autre, mais quand les étoiles leur étaient défavorables, ils ne pouvaient vivre. Cependant, bien qu'ils n'aient plus été en vie, ils ne mourraient jamais vraiment. Ils demeuraient tous dans leur maison de pierre de la grande cité de R'lyeh, préservés par les charmes du puissant Cthulhu et attendant une résurrection glorieuse au moment où les étoiles et la terre seraient une fois de plus prêtes pour eux. Alors, pourtant, il faudrait qu'une force intervienne de l'extérieur pour libérer leur corps. Les charmes qui les préservaient intacts leur interdisaient aussi de faire une démarche initiale, et ils gisaient simplement en éveil dans l'obscurité, et ils réfléchissaient tandis que d'innombrables millions d'années continuaient à se dérouler. Ils savaient tout ce qui se passait dans notre univers, car leur mode de discours était de la transmission de pensées. En ce moment même, ils parlaient dans leur tombeau. Quand, après des temps infinis de chaos, les premiers hommes étaient apparus, les grands anciens s'étaient adressés aux plus sensibles d'entre eux en modelant leurs rêves. Car c'est ainsi seulement que leur langage pouvait atteindre les esprits attachés à la chair des mammifères.
À cette époque, disait Castro à voix basse, les premiers hommes avaient organisé le culte autour de petites idoles que les grands anciens leur avaient révélées. C'étaient des idoles apportées en des aires indistinctes d'obscures étoiles. Ce culte ne disparaîtrait qu'au moment où les étoiles seraient à nouveau comme il le fallait et que les prêtres secrets pourraient aller chercher le grand Cthulhu dans sa tombe pour qu'il redonne vie à ses sujets et se remettre à gouverner la terre. Il ne serait pas difficile de savoir quand ce temps serait venu, car alors l'humanité serait tout à fait semblable aux grands anciens, libre et fougueuse, au-delà du bien et du mal, les lois et les morales rejetées, tous ses membres criant, tuant, se divertissant joyeusement. C'est alors que les anciens libérés leur enseigneraient de nouvelles manières de crier et de tuer, de se divertir et de jouir de leur existence. Puis la terre s'enflammerait dans un holocauste d'extase et de liberté. En attendant, le culte, par des rites appropriés, devait maintenir vivant le souvenir de ces voix anciennes et faire pressentir la prophétie qui annonçait leur retour. En des temps plus anciens, au cours de leurs rêves, des hommes choisis s'étaient adressés aux anciens enfermés dans leurs tombeaux, puis il s'était passé quelque chose. La grande cité de pierre de Rlier, avec ses monolithes et ses sépulcres, s'était engloutie sous les vagues. Les eaux profondes, pleines de ce mystère primitif que la pensée même ne pouvait traverser, avaient interrompu toute communication spectrale. Le souvenir, cependant, n'en était jamais mort, et les grands prêtres affirmaient que la cité ressurgirait à nouveau lorsque les étoiles seraient dans la position voulue. C'est alors qu'étaient sortis du sol les noirs esprits de la terre, chancis et ombreux, pleins de rumeurs obscures recueillies dans les cavernes, sous des fonds marins inexplorés. D'eux, cependant, le vieux Castro n'osait beaucoup parler. Il s'interrompit d'ailleurs brusquement et nulle persuasion, nulle ruse ne purent l'entraîner plus loin dans cette voie. Quant à la taille des grands anciens, il refusa aussi curieusement de la préciser. Du culte, il dit qu'il pensait que le centre s'en trouvait au milieu des déserts dénués de pistes de l'Arabie, là où Irem, la cité des colonnes, rêve caché et intact. Il n'avait aucune parenté avec le culte européen des sorcières, et était virtuellement inconnu, si ce n'est de l'assemblée de ses membres. Nul livre n'y avait véritablement fait allusion, bien que les Chinois immortels aient déclaré qu'il existait des phrases à double sens dans le Necronomicon de l'arabe fou, Abdul al-Azred, que les initiés pouvaient lire comme ils l'entendaient, et en particulier ce distique très discuté. « N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au long des siècles peut mourir même la mort. » Le Grass, profondément impressionné et fort désorienté, avait enquêté en vain au sujet de la filiation historique de ce culte. Castro avait sans doute dit la vérité quand il avait affirmé qu'il s'agissait d'un secret absolu. Les spécialistes de l'université de Tulane, n'ayant pu faire la moindre lumière sur le culte ou sur la figurine, le détective était venu consulter les plus hautes autorités du pays et n'avait rien pu entendre de plus que le récit du professeur Webb au sujet du Groenland. L'intérêt fiévreux qu'éveilla au sein de l'Assemblée le récit de Legras, corroboré en quelque sorte par la statuette, eut pour suite toute une correspondance échangée entre les participants. La publication officielle de la société n'en fit toutefois guère mention. La prudence doit être le premier souci de ceux qui sont parfois obligés de faire face au charlatanisme et aux impostures. Legras laissa quelque temps sa figurine au professeur Webb, mais à la mort de ce dernier, elle lui fut retournée et demeura en sa possession, où je l'ai vue, il n'y a pas très longtemps. C'était, il faut l'avouer, un objet terrifiant et proche sans aucun doute de la sculpture de rêve du jeune Wilcox. Que le récit du sculpteur eût plongé mon oncle dans un grand état d'excitation, je n'en étais pas surpris, car quelle pensée avait pu naître en lui quand il avait entendu, lui qui avait connaissance de ce que Legras avait appris du culte, ce jeune homme sensible qui avait rêvé la figurine et les hiéroglyphes exacts de la statuette trouvée dans les marais et de la tablette diabolique du Groenland, lui raconter comment il était parvenu, au cours de ses rêves, à retrouver 3 des mots mêmes de la formule récitée par les Esquimaux démonologiques et les Métis de Louisiane. Que le professeur Angel ait aussitôt entrepris une enquête aussi complète que possible était éminemment naturel. Personnellement, je soupçonnais pourtant le jeune Wilcox d'avoir entendu parler du culte de manière indirecte et d'avoir inventé une série de rêves pour rehausser et relancer le mystère aux dépens de mon oncle. Les relations de rêve et les coupures de presse rassemblées par le professeur paraissaient, certes,
corroborer l'authenticité de ce culte, le rationalisme de mon esprit et l'extravagance du sujet me poussaient cependant à adopter ce que je pensais être les conclusions les plus raisonnables. C'est ainsi qu'après avoir attentivement étudié le manuscrit une fois encore, puis comparé les notes théosophiques et anthropologiques avec le récit de Le Gras concernant le culte, je me rendis à Providence afin d'aller trouver le sculpteur et de lui adresser des reproches que je considérais comme justifiés pour en avoir imposé avec tant d'audace à un savant âgé. Wilcox vivait toujours seul dans la maison Fleur de Lys de Thomas Street, affreuse imitation victorienne de l'architecture bretonne du XVIIe siècle, dont la façade de stuc était trop ostensible au milieu des jolies demeures de style colonial de la vieille colline, ainsi qu'à l'ombre du plus beau clocher géorgien de toute l'Amérique. Je le trouvai au travail dans son appartement, et j'admis aussitôt, en voyant les pièces éparpillées çà et là, que son talent avait véritablement quelque chose de profond et d'authentique. On parlera de lui, je crois, un jour ou l'autre, comme de l'un des grands décadents, car il a su cristalliser en argile et saura bientôt traduire dans le marbre les cauchemars et les visions fantastiques qu'Arthur Machen évoque en prose et que Clark Ashton Smith nous dévoile dans ses poèmes et sa peinture. Brun, très mince et d'aspect quelque peu négligé, il se contenta de se retourner lorsque je frappai et me demanda ce qui m'amenait, sans se lever. Lorsque je lui eus dit qui j'étais, il manifesta un peu plus d'intérêt, car mon oncle avait excité sa curiosité en l'interrogeant sur ses étranges rêves, sans jamais lui expliquer la raison de ses préoccupations. Je ne fis rien pour l'éclairer plus avant sur ce plan, mais tentai, en usant d'un peu de finesse, de lui tirer quelque chose de plus. En peu de temps, je fus convaincu que son absolue sincérité, car on ne pouvait se méprendre sur la façon dont il parlait de ses rêves. Ceux-ci et les traces qu'ils avaient laissées dans son subconscient avaient profondément influencé son art, et il me montra une statue morbide dont les courbes me firent presque frissonner, tant était grande la puissance de leur noire suggestion. Il ne pouvait se rappeler avoir vu l'original de cet objet ailleurs que dans son propre bas-relief de rêve, et d'ailleurs les lignes s'étaient insensiblement définies sous ses doigts. C'était sans aucun doute la forme géante dont il avait parlé au cours de son délire. Qu'il n'ait véritablement rien su du culte secret, excepté ce que le discours incessant de mon oncle en avait laissé échapper, je m'en rendis très vite compte. Aussi, une fois de plus, je tentai de découvrir de quelle manière il avait bien pu recevoir ces bizarres impressions. Il évoqua ses rêves de façon étrangement poétique. Il me fit voir avec une infinie et terrible précision la cité cyclopéenne de pierres vertes et gluantes, dont la géométrie, dit-il curieusement, était tout à fait erronée. Puis il me laissa entendre, après une attente apeurée, l'appel constant à demi mental qui provenait de sous la terre. Ces mots avaient fait partie du rituel redoutable qui évoquait la veille de Cthulhu à l'intérieur de son tombeau de pierre dans Riech la Morte, et en dépit de mes convictions rationalistes, je me sentais profondément troublé. Wilcox, j'en étais certain, avait dû entendre parler du culte par hasard et en avait aussitôt perdu le souvenir dans le flot de ses lectures et de ses rêveries d'une égale étrangeté. Plus tard, étant donné sa nature impressionnable, cette idée s'était exprimée de manière subconsciente dans le cours de ses rêves, puis dans le bas-relief et la terrible statue que je contemplais à présent. Son imposture à l'égard de mon oncle avait donc été bien innocente. Ce jeune homme avait tout à la fois quelque chose d'un peu affecté et d'un peu cavalier qui m'aurait empêché de jamais sympathiser avec lui, mais je consentais volontiers maintenant à lui reconnaître une personnalité vraie et de l'honnêteté. J'étais donc bien disposé à son égard quand je pris congé de lui, et je lui cédai tout le succès que son talent lui promettait. La question du culte continuait toujours à me passionner, et j'imaginais parfois que j'allais devenir célèbre pour avoir entrepris des recherches sur son origine et sur ce qui le rattachait aux autres. Je me rendis à la Nouvelle-Orléans et m'entretins avec Le Gras et d'autres membres du groupe de l'expédition d'autrefois. Je vis l'effrayante figurine et interrogeai même les prisonniers métis qui survivaient encore. Le vieux Castro, malheureusement, était mort depuis quelques années.
Ce que je tins alors de manière si vivante et de première main, bien qu'il n'y eût rien eu là de plus en réalité qu'une confirmation détaillée de ce que mon oncle avait écrit, excita plus encore ma curiosité. J'étais persuadé, en effet, de me trouver sur la trace d'une religion très réelle, très secrète et très ancienne, dont la découverte allait peut-être faire de moi un anthropologue de renom. Je conservais encore une attitude d'absolu matérialisme, comme je souhaiterais qu'elle le fût encore. Et je repoussais avec une perversité inexplicable la coïncidence qui existait entre les notes de rêve et les curieuses coupures rassemblées par le professeur Angel. L'une des choses que je commençais à soupçonner, et que je crains à présent de savoir, c'est que la mort de mon oncle était loin d'être naturelle. Il était tombé dans une rue étroite et pentue qui prenait naissance près d'anciens quais où grouillaient des métis étrangers, après avoir été bousculé avec insouciance par un marin noir. Je n'oubliais pas le sang mêlé et les inclinations marines des membres du culte de la Louisiane, et je n'aurais pas été surpris d'entendre parler de méthodes secrètes et d'aiguilles empoisonnées et utilisées avec aussi peu de scrupules, et connues depuis aussi longtemps que les croyances et les rites occultes. Le Grass et ses hommes, il est vrai, avaient été laissés en paix. En Norvège, en revanche, un marin était mort qui avait vu certaines choses. La nouvelle que mon oncle entreprenait des enquêtes approfondies, après avoir eu en main les renseignements fournis par le sculpteur, n'était-elle pas parvenue à de sinistres oreilles? Je crois que le professeur Angel est mort parce qu'il en savait trop, ou parce qu'il était susceptible d'en apprendre trop. Il reste à savoir si je partirai comme il l'a fait, car je sais bien des choses à présent.